Bonjour, chronique aujourd'hui pour l'Empire Galactique, puisque je vais vous parler de l'extension TIE Reaper. Pour cette nouvelle chronique, je ne fais pas vraiment dans l'actu. Le TIE Reaper était en fait une des dernières extensions de la V1 de X-Wing, sortie en même temps que celle des Renégats de Sceaux pour l'Alliance Rebelle. Ces deux extensions avaient pour point commun de se fonder sur le film Rogue One, le meilleur film Star Wars depuis la nouvelle trilogie en ce qui me concerne, mais aussi de donner un aperçu de la V2 alors encore à venir. Dès lors, ces deux extensions sont jouables en V2 en tant que telles, et leur contenu V2 n'a pas été repris dans les kits de conversion respectivement de l'Empire Galactique et de l'Alliance Rebelle. En revanche, cela rend ces vaisseaux et leurs améliorations légaux dans le format hyperespace, ce qui a son importance. Je vous renvoie à ma précédente vidéo portant sur l'Empire Galactique. Mais je ne fais pas vraiment dans l'actu, donc simplement l'occasion faisant le larron, l'acquisition toute récente d'un deuxième exemplaire de cette extension m'incite à en livrer une chronique qui, comme d'habitude, vaudra ce qu'elle vaudra. Attention, l'extension TIE Reaper contient donc du matériel V1 et V2. Toutefois, dans le cadre de cet article, je vais me concentrer sur le seul contenu V2. Il m'arrivera de mentionner le contenu V1, mais pas systématiquement ni de manière exhaustive, et seulement à titre de comparaison. À bon entendeur, le TIE Reaper, donc, est apparu pour la première fois dans le film Rogue One en 2016, ce qui est très récent. Le vaisseau est ensuite revenu dans d'autres médias, jeux vidéo, bandes dessinées, mais le lore le concernant n'est sans surprise pas très riche. Le TIE Reaper, ou TIE RP Reaper Attack Lander de son nom anglais complet, est un vaisseau élaboré et produit par Cienar et essentiellement un transport de troupes, éventuellement associé à des unités d'élite comme les Death Troopers du directeur Krennic. On aura l'occasion de revenir sur tout ça. En tant que tel, il s'agit en fait d'un vaisseau plus spécialement conçu pour le vol atmosphérique et non le vol spatial, d'où ses ailerons adaptables caractéristiques qui en font un cousin plus massif du chasseur qu'est le TIE SK Striker apparu également dans Rogue One. Les deux fonctionnaient ensemble sur Scarif, constituant les principaux antagonistes de l'escouade rebelle Rogue One qui s'y était rendue pour dérober les plans de l'Étoile de la Mort. Nous savons comment tout cela s'est terminé. Allez, mettons les mains dans la boîte et parlons de la figurine. Une première chose à noter, le socle. En V1, le Reaper était un petit socle, ce qui, on l'avouera, était un petit peu absurde quand même, au regard aussi bien de la taille du vaisseau et de la figurine, que de son rôle tactique. L'apparition du format intermédiaire des socles moyens dans la V2 a permis de corriger cette incongruité. Du coup, le Reaper a été le premier vaisseau à passer en socle moyen, avec sa contrepartie rebelle, le U-Wing UT-60D, tel qu'il avait été redéfini dans l'extension Les Renégats de Sceaux. À ceci près que le U-Wing, quant à lui, était initialement un gros socle, et non un petit. Le TIE Reaper partage un certain nombre de traits avec le TIE SK Striker, donc tout spécialement les deux vaisseaux partagent une allure plate très caractéristique qui les distingue assez radicalement de tous les autres vaisseaux impériaux. En termes de rangement, cela a ses conséquences. J'utilise des mousses Felder et celles de 35 mm sont d'une épaisseur suffisante pour ces vaisseaux contre l'épaisseur standard de 50 mm. A noter d'ailleurs, Felder produit une mousse spéciale comprenant un emplacement conçu précisément pour le TIE Reaper. Ce qui s'avère très utile, c'est que si le vaisseau est plat, il est cependant bien plus large et bien plus long qu'un Striker. Par ailleurs, si les ailerons du Striker sont mobiles, ceux du Reaper ne le sont pas. La figurine est tout d'un bloc. On peut trouver cela un peu décevant, mais honnêtement, si je m'amuse parfois à donner à mes strikers des configurations adaptées à leur manœuvre, ça n'est probablement pas très important et la figurine du Reaper y gagne en solidité. Et je trouve que c'est une très jolie figurine. J'apprécie tout spécialement comment elle exprime toute la singularité du Reaper, en même temps que sa peinture et la place plus que conséquente accordée aux ailerons l'insèrent sans la moindre ambiguïté dans le moule impérial, soit celui de la plupart des vaisseaux produits par Cienar. Et la figurine est finement sculptée, jetez-y un œil et vous apprécierez probablement comme moi la richesse des détails. Yep, du beau travail. Envisageons maintenant le vaisseau, en fonction de ses caractéristiques en V2. Mais il sera sans doute très utile à l'occasion de comparer avec la V1, car ce vaisseau était vraiment très cool en V1, et la V2 l'a aussitôt nerfé sur plusieurs points. J'adorais le jouer vers la fin de la V1, mais je dois dire que mes premières expériences en V2 avec ce châssis se sont régulièrement montrées un peu douloureuses, mais j'y reviens en ce moment. Commençons par les caractéristiques. Pour le coup, elles n'ont pas changé entre la V1 et la V2. Le vaisseau bénéficie d'une attaque primaire de 3, ce qui est bien, et d'une agilité de 1, ce qui est peu, mais assurément dans l'ordre des choses pour un vaisseau de ce type. Cette agilité assez basse est globalement compensée par un châssis relativement solide, pour un vaisseau impérial du moins, avec 6 points de coque et 2 boucliers, ce qui n'est pas foufou, mais plus qu'honnête tout de même. Pour les impériaux, le Reaper peut constituer un ersatz de sac à PV, et ça n'est pas à négliger car il manque d'options en la matière.
La barre d'action du Weeper comprend 4 actions simples et aucune action liée. 3 de ces actions sont blanches, concentration, esquive et brouillage. Il faut sans doute s'attarder sur cette dernière, parce que cette action était assez rare en V1, elle était apparue tout d'abord sur des vaisseaux épiques, et l'extension TIE Reaper avait entre autres pour objet de la rendre un peu plus courante sur les tapis de jeu. Certains pilotes de ce vaisseau et quelques améliorations dans la boîte tournaient autour de cette action assez amusante et qui pouvait produire des résultats assez redoutables. Seulement voilà, si le brouillage est toujours une composante essentielle du Reaper en V2, il est désormais moins puissant en raison du changement de sa portée. Il se faisait autrefois à portée 1-2, mais en V2 il est passé à portée 1 seulement. Ceci étant, il y a une différence plus favorable, le joueur qui brouille choisit désormais le marqueur qui dégage chez le brouillé. Par ailleurs, d'autres vaisseaux désormais bénéficient de cette action, ce qui rend le Reaper un peu moins singulier à cet égard. Mais il y a toujours de quoi faire, ou du moins des trucs à tenter. Voilà donc pour les actions blanches, mais il faut y ajouter une action rouge de coordination, et ça a son importance. Le Reaper est une alternative de vaisseau de soutien commandement à la plus classique navette T4A de classe lambda, ou au décimateur VT-49 à ce compte-là. D'autant qu'il comporte 2 emplacements d'équipage. Et les impériaux sénotoires aiment bien recourir à ce genre de plateforme. Or, l'extension TIE Reaper a introduit l'équipage officier tactique qui, en V1, conférait l'action de coordination et en V2 rend blanche une action de coordination rouge, laquelle est comme de juste requise pour s'en équiper. Cela n'a absolument rien d'un hasard. Là encore, la coordination est devenue bien plus répandue en V2 qu'en V1, mais le Reaper demeure un vaisseau approprié pour cet office. On y était, autant poursuivre, hein. Les emplacements d'amélioration, du coup. Là, le TIE Reaper est certes un peu chiche. De base, il ne dispose que de 2 slots d'équipage, donc, et d'un slot de modification. Les 2 pilotes les plus capés, le capitaine Ferof et le major Vermeil, disposent en outre d'un emplacement de talent. Cependant, ce vaisseau n'a pas vraiment besoin d'autre chose pour fonctionner correctement. Par ailleurs, le châssis dispose d'une capacité générique, qui était grosso merdo un titre gratuit en V1, comme souvent dans ce genre de circonstances, appelé aileron adaptable, et c'est en fait exactement la même que pour le TIE-SK Striker. Avant de révéler son cadran de manœuvre, le Reaper, s'il n'est pas stressé, doit effectuer une manœuvre blanche à vitesse 1, soit tout droit, soit un virage sur l'aile. Et c'est une capacité très rigolote même si elle demande à être mûrement réfléchie en cours de partie. Dès lors, elle devient le plus souvent une bénédiction en permettant aussi bien aux petits socles que sont les Strikers qu'aux socles moyens qu'à le Reaper de faire des manœuvres très bizarres, inattendues souvent, et qui peuvent les amener dans des endroits fort incongrus. Bien employés, les ailerons adaptables sont un moyen unique de faire de l'arc dodging, sans faire appel aux plus classiques actions de tonneau ou d'accélération. Le MASL est hors concours. De manière un peu tordue, les ailerons adaptables peuvent aussi permettre à ces vaisseaux d'aller plus loin qu'avec des manœuvres normales. Ça ne saute pas forcément aux yeux quand on se contente de lire le texte d'une carte. Disons si l'on n'est pas déjà un adepte de l'accélération, je suppose, sauf qu'il s'agit de procéder à l'envers pour le coup, puisque c'est la manœuvre à vitesse 1 qui vient en premier. Mais enchaînez un virage sur l'aile à vitesse 1 dans un sens et un virage sur l'aile à vitesse 3 dans l'autre sens, et vous couvrez en fait davantage de distance qu'avec un tout droit à vitesse 5. Zoom! C'est ce qui fait potentiellement en tout cas du Striker une savonnette, mais plus encore du Reaper, d'autant qu'aucun socle moyen pour l'heure ne dispose du 5 tout droit, sauf erreur. Ceci étant, dans le cas du Reaper, le socle moyen est globalement un peu plus difficile à gérer que le petit socle. Or, mal géré, ou la faute à pas de chance parfois, ces manœuvres peu ou prou obligatoires peuvent hélas devenir une malédiction. Et elles ont par ailleurs un impact sur le cadran de manœuvre. Les ailerons adaptables sont la raison pour laquelle le TIE-SK Striker, tout chasseur impérial qu'il soit, et le Reaper, de manière un peu moins surprenante, ne dispose d'aucune manœuvre au-delà de la vitesse 3, tout en ayant des manœuvres rouges de retournement à vitesse 1, sachant que le stress de ces manœuvres aura ses conséquences sur les déplacements du tour suivant, en prohibant alors le recours aux ailerons adaptables. Au passage, pour cette même raison, la manœuvre stop rouge du Reaper s'avère en fait une manœuvre rouge à vitesse 1 d'une certaine manière. À vrai dire, si le Striker est très gérable à cet égard, avec un peu d'application, le Reaper, lui, est un enfer à faire tourner. En effet, son cadran de manœuvre est saturé de rouge, et tout spécialement, tous les virages serrés sont rouges, là où le virage serré à vitesse 1 était blanc en V1. C'est ici, en ce qui me concerne, avec le brouillage dans une moindre mesure, que le Reaper a été considérablement pénalisé lors du passage à la VD. Il y a du rouge partout, stop, virage serré 1 et 2, boucle de Segnor 1, et il est en outre pauvre en bleu, tout droit 1, 2 et 3, virage sur l'aile 1, avec pour le blanc seulement les virages sur l'aile 2 et 3. Vu de loin, le cadran de manœuvre V1 avait les mêmes tendances lourdes. Pour le rouge, stop, boucle de Segnor 1, virage serré 2, virage sur l'aile 3. Pour le vert, tout droit 1, 2 et 3 et virage sur l'aile 2. Pour le blanc, enfin, virage sur l'aile 1 et virage serré 1.
Seulement voilà, d'une part, l'absence de virage serré blanc ou a fortiori bleu est un handicap considérable pour le Reaper V2. D'autre part, le cadran de manœuvre du Reaper V1 est en fait trompeur, car le titre gratuit aileron avancé rendait blanc ses virages sur l'aile à vitesse 3. L'avantage apparent du cadran de manœuvre V2 à cet égard était donc un leurre. Le seul point éventuellement positif à mes yeux, mais ça se discute et pas qu'un peu, porte sur le fait que ce sont désormais les virages sur l'aile à vitesse 1 qui permettent d'évacuer le stress plutôt que ceux à vitesse 2. Outre les manœuvres tout droit bien sûr. Avec les ailerons adaptables, le Reaper peut vite glisser comme une savonnette, ce qui peut être très cool, mais aussi parfois très pénalisant. Au passage, le Reaper c'est typiquement le vaisseau qu'en une occasion au moins, voire plus, on fait sortir du tapis de jeu si l'on n'a pas de manière permanente le compas dans l'œil. Aussi vaut-il mieux, je suppose, bénéficier d'une option relativement lente entre guillemets pour se débarrasser du stress, hein, qui, rappelons-le, influe justement sur l'emploi des ailerons, et c'est sans doute là que se situe le débat. Le Reaper est assurément un vaisseau impérial intéressant, une alternative appréciable pour le soutien commandement avec ses 2 emplacements d'équipage et sa coordination, un châssis relativement solide dans une faction qui n'en a pas 36 000, un appareil qui peut faire des manœuvres très incongrues, et enfin peut-être le support idéal pour l'amusante mais restrictive action de brouillage. J'ajouterais que c'est un vaisseau relativement bon marché au regard de ses capacités, qui peut s'en tenir à un honnête quart de liste, j'y reviens tout de suite. Mais je le maintiens, son cadran de manœuvre est un calvaire. Un bon pilote s'en accommodera sans doute très bien, mais disons de manière relativement posée que le Reaper n'est vraiment pas le vaisseau le plus facile à manœuvrer. L'extension TIE Reaper comprend 4 pilotes, un générique et 3 nommés. Les coûts à ce jour s'échelonnent entre 41 et 49 points d'escadron, ce qui est tout à fait raisonnable, voire mieux que ça. En fait, je compte ce coût relativement bas parmi les principaux atouts de ce châssis, incontestablement. Pour ce qui est d'initiative, nous avons un pilote à chaque fois au rang 1, 2, 3 et 4, ce qui est tout à fait cohérent pour un vaisseau de ce type. Nous n'avons pas à regretter de ne pas trouver de pilote à initiative 5, si ça aurait été un fantasme moite. D'autant plus que, à vrai dire, les capacités propres du Reaper, et notamment ses ailerons adaptables, en font un bloqueur tout à fait pertinent. À ce compte-là, les initiatives basses peuvent s'avérer des avantages non négligeables. Enfin, sur ces 4 pilotes, nous en avons 2 sans emplacement de talent et 2 avec. Là encore, c'est dans l'ordre des choses. L'entrée de gamme générique, c'est le pilote de la base de Scarif, initiative 1, et qui coûte donc à ce jour 41 points d'escadron. Un prix vraiment très attractif pour un bloqueur sac à PV vaisseau de soutien tout à fait intéressant. En fait, une fois n'est pas coutume, ce pilote générique est peut-être, voire probablement, l'option la plus intéressante pour ce châssis. Oh, au passage, c'est du coup la seule carte promotionnelle que je possède, un cadeau offert à tous les participants au tournoi de Saintes du 16 décembre dernier. J'aurais pu tomber plus mal, hein. Passons au premier pilote nommé qui est Vizir. Il a une initiative de 2, pas d'emplacement de talent, et coûte à ce jour 45 points d'escadron. Sa capacité spéciale lui permet, après avoir complètement effectué une manœuvre blanche avec ses ailerons adaptables, et donc avant d'exécuter sa manœuvre normale, d'accomplir une action de coordination. Dans ce cas, il saute ensuite l'étape normale d'action lors de sa phase d'activation. C'est donc une question de timing, quand faire l'action de coordination. Je suppose que cela peut se montrer utile à l'occasion, mais certainement pas 10 fois dans une partie, hein. Au mieux une fois ici et peut-être une deuxième fois là, à vue de nez. Du coup, je suis assez sceptique quant à la pertinence de ce pilote. 4 points d'escadron de plus par rapport au pilote de la base de Scarif pour cette seule capacité extrêmement circonstancielle. L'initiative supérieure d'1 point seulement n'a aucun intérêt. C'est plutôt bof. En ce qui me concerne, Vizir est clairement le pilote le moins enthousiasmant de ce châssis. De meilleurs joueurs que moi pourront éventuellement me démontrer le contraire et surtout n'hésitez pas. Les 2 pilotes nommés plus onéreux, et qui bénéficient tous 2 d'un emplacement de talent toujours appréciable, ont des capacités spéciales qui, sans que cela soit forcément indispensable, interagissent bien avec l'action de brouillage. Mais nous avons vu que cette dernière est moins redoutable en V2 qu'en V1. Pour le coup, en V1, ces pilotes pouvaient se montrer assez terribles. Néanmoins, ils n'ont pas exactement le même rapport à cet effet de jeu, l'un est défensif, l'autre offensif. Le défensif, c'est le capitaine Ferov, initiative 3, 47 points d'escadron. Tant qu'il défend, si l'attaquant n'a pas de marqueur vert, par exemple parce qu'il a été brouillé, Ferov peut changer un de ses résultats vierges ou concentration en un résultat évasion. Ok, c'est pas mal, mais je préfère une approche plus offensive à titre personnel.
Et donc le Major Vermeil, le plus onéreux des pilotes de Reaper, initiative 4, on ne fera pas mieux, et 49 points d'escadron à ce jour. Lui aussi bénéficie de ce que son adversaire n'a pas de marqueur vert, éventuellement donc pour cause de brouillage. Seulement, à la différence de Férof, Vermeil en profite quand c'est lui qui attaque. Dès lors, il peut changer un de ses résultats vierges ou concentration en un résultat dégâts. C'est l'exact opposé de Férof, oui, et pour le coup je trouve ça beaucoup plus enthousiasmant. Et il faut envisager ici une hypothèse pour ces deux derniers pilotes, mais sans doute au premier chef pour Vermeil, celle où Dark Vador est à bord du vaisseau. En effet, le sombre Seigneur Sith peut soit faire dégager un marqueur vert de l'adversaire, soit si l'adversaire n'en a pas, brouillage blablabla, en profiter pour lui infliger un dégât automatique. Du fait de... Maintenant que Vador ne peut plus monter dans son taxi idéal le Type PH Phantom, du fait de la dernière mise à jour des points d'escadron et surtout en l'espèce des emplacements d'amélioration, le Reaper est probablement, en ce qui me concerne du moins, le vaisseau qui bénéficierait le plus de l'emmener à bord. Du coup, le Major Vermeil est à mon sens bien plus intéressant que Férof, sans même parler de Vizir. En fonction des optiques de jeu, ce sont bel et bien soit le pilote de la base de Scarif, soit le Major Vermeil, qui sont, en ce qui me concerne, les meilleurs pilotes de TIE Reaper. L'extension TIE Reaper ne se contente pas de livrer un nouveau vaisseau avec ses pilotes, elle comprend aussi un certain nombre d'améliorations, impériales ou génériques. Commençons par les améliorations spécifiquement impériales, 3 équipages en l'espèce. Et ici, il nous faut relever quelque chose que j'ai toujours trouvé un peu bizarre. Les mêmes cartes, en passant de la V1 à la V2, ont régulièrement connu des changements plus que significatifs et qui ne devaient sans doute pas tout à la mise à jour du jeu. L'extension comprenant à la fois un contenu V1 et un contenu V2, on pouvait aussitôt comparer ces améliorations et s'étonner donc de ce qu'elles différaient autant alors même qu'elles avaient été conçues et livrées en même temps. Or, il pouvait y avoir, oui, un contraste significatif entre les deux, dont l'équipage limité Directeur Krennic était une bonne illustration. C'était, disons-le, une amélioration totalement pétée en V1 et qui est devenue simplement bonne en V2. Ici, il me faut donc revenir sur cet équipage tel qu'il fonctionnait en V1 pour peser le poids des modifications aussitôt introduites par la V2. En V1, le Directeur Krennic était un équipage limité coûtant 5 points d'escadron, l'équivalent de 10 en V2, sauf que le Directeur Krennic ne vaut en fait aujourd'hui encore que 5 points d'escadron, ce qui est d'emblée un témoignage éloquent de sa puissance amoindrie. Lors de la mise en place, avant l'étape Placer les forces, il fallait assigner la carte d'état prototype optimisée à un vaisseau allié de la faction Empire Galactique ayant 3 boucliers ou moins. En V2, il faut relever ici 2 différences significatives. D'une part, la condition du nombre de boucliers a disparu. D'autre part, la carte V2 précise qu'il doit s'agir d'un autre vaisseau allié. Krennic ne peut donc plus booster le vaisseau sur lequel il se trouve, sinon en lui conférant l'action d'acquisition de cible, une nouveauté pour le coup capital, et j'y reviendrai. Il faut donc ensuite se reporter à la carte d'état. En V1, elle impliquait 3 effets différents, dont 2 ont totalement disparu en V2, le dernier connaissant quelques modifications majeures. Les effets disparus sont les suivants. Déjà, le prototype optimisé gagnait un bouclier, c'est sympa, merci. Ensuite, après que le vaisseau disposant de cette carte d'état avait effectué une attaque principale, un vaisseau allié à portée 1-2 et embarquant le Directeur Krennic, en rappelant qu'à l'époque cela pouvait être le prototype optimisé lui-même, pouvait automatiquement verrouiller le défenseur. Tout ceci a disparu en V2 donc. L'effet qui persiste reprend dans les grandes lignes celui de la V1 mais avec quelques nuances importantes. En V1, une fois par tour, quand le prototype optimisé effectuait une attaque d'arme principale, il pouvait dépenser un résultat de dés, n'importe lequel, un résultat vierge était tout désigné, pour retirer un bouclier au défenseur. Blam, là, comme ça. Désormais, ça n'est plus aussi avantageux. Déjà, il faut prendre en compte que le prototype optimisé et le vaisseau embarquant Krennic sont nécessairement distincts. Or, pour que l'effet s'applique, il faut que le vaisseau qu'attaque le prototype optimisé soit verrouillé par le vaisseau ayant Krennic à bord, une condition pas insurmontable, mais tout de même bien restrictive par rapport à la V1. Mais, du coup, Krennic confère à son vaisseau l'action d'acquisition de cible. Et si le Globibulga opère, le prototype optimisé peut dépenser un résultat concentration, dégâts ou dégâts critiques, autre moyen de le dire, tout sauf un résultat vierge, là encore c'est un contre-pied radical par rapport à la V1, pour faire perdre un bouclier au défenseur. Ou, et là pour le coup la V2 est plus efficace que la V1, en offrant une option qui peut s'avérer déterminante, ou donc lui faire retourner face visible une carte de dégâts face cachée. On le voit, les conditions d'utilisation du Directeur Krennic sont incomparablement plus restrictives en V2 qu'elles ne l'étaient en V1. Outre que les conséquences les plus gratuites de la carte d'état prototype optimisée ont été abandonnées aussi sec, ce qui est normal, c'était absurdement balèze. Mais là, je me demande quand même pourquoi un tel contraste entre la V1 et la V2.
S'agissait-il d'offrir aux joueurs impériaux une dernière occasion de briller face aux autres factions, dans une fin de V1 peut-être un tantinet morose pour l'Empire? Mais pour oublier tout ça dès le lancement de la V2 quelques mois plus tard. Oui, le directeur Krennic est beaucoup moins balèze désormais, mais il reste bon, et son coût divisé par 2 par rapport à la V1, donc en points relatifs, me paraît honnête. Et pour faire exceptionnellement dans le Think Positive, il me faut relever que le directeur Krennic V2 a tout de même 2 avantages sur sa contrepartie V1, même si cette dernière était outrageusement meilleure dans l'absolu. D'une part, le fait que Krennic confère l'action d'acquisition de cible au vaisseau qu'il emporte. Par exemple un Reaper qui en est normalement dépourvu, mais il en va de même pour la Lambda. En fait, des vaisseaux impériaux pouvant emporter Krennic, seul le décimateur dispose déjà de cette action à la base. Notons au passage que le TIE PH Phantom non plus n'avait pas cette action, et pouvait donc bénéficier de Krennic à cet égard. Mais bon, c'est de l'histoire ancienne. D'autre part, il faut prendre en compte cette option concernant le retournement d'une carte de dégâts, qui rend le prototype optimisé utile face à des vaisseaux n'ayant pas ou plus de bouclier, et ça n'est probablement pas à négliger. Oui, Krennic reste bon, pas toujours évident à utiliser, mais bon, et il fallait le rendre moins puissant que son équivalent V1 totalement gueudin. Passons au deuxième équipage spécifiquement impérial de l'extension TIE Reaper, et le seul à ne pas être limité. On en trouve d'ailleurs 2 exemplaires dans la boîte. Le Slicer du BSI, qui coûtait 2 points d'escadron en V1, soit 4 relatifs en V2, mais ne coûte en fait que 3 points d'escadron en l'état. Nous nous retrouvons d'une certaine manière dans la même situation que pour le directeur Krennic, si c'est à un niveau de puissance bien différent, au sens où le fonctionnement même de cette amélioration n'a plus grand chose à voir avec ce qu'il était initialement. Cependant, dans les 2 cas, il s'agit de rendre le brouillage plus efficace, et le Reaper est donc une plateforme toute désignée pour embarquer un Slicer. En notant toutefois que la Lambda dispose de l'action brouillage mais rouge. Il faut peut-être aussi prendre en compte la possibilité d'équiper un autre vaisseau que celui qui embarque le Slicer d'un rayon de brouillage, et rappelons que ce canon est devenu gratuit lors de la dernière mise à jour des points d'escadron. En V1, le Slicer du BSI avait un effet après que le vaisseau qui l'embarquait avait effectué une action de brouillage. Dès lors, il pouvait choisir un vaisseau non brouillé à portée 1 du vaisseau ennemi brouillé et lui assigner un marqueur de brouillage. Le Slicer avait donc pour objet de rendre l'action de brouillage plus efficace au plan quantitatif, disons. En V2, le Slicer a une approche plus qualitative. Lors de la phase de dénouement, les vaisseaux ennemis à portée 1-2 du vaisseau emportant le Slicer ne retirent pas leur marqueur de brouillage. En effet, il s'agit de marqueurs ronds qui disparaissent normalement à la fin du tour. Pour le coup, ça n'est sans doute pas foufou, notamment dans la mesure où le brouillage en V2 a une portée très restrictive, je n'y reviens pas, mais en modifiant d'une certaine manière le fonctionnement même du brouillage, le Slicer du BSI me paraît rendre cette action plus intéressante. Et en tout cas, je le préfère à son équivalent V1 qui était tout de même vraiment trop circonstanciel. Si l'on veut jouer avec le brouillage, le Slicer du BSI est probablement une amélioration indispensable. Maintenant, veut-on jouer avec le brouillage? J'ai envie de tenter le coup, mais sans me faire trop d'illusions non plus. Dernier équipage spécifique, limité et qui, attention, requiert 2 emplacements d'équipage, les fameux Death Troopers du directeur Krennic, qui coûtaient 2 points d'escadron en V1, soit 4 relatifs. Or, ils sont passés à 6 dans les coûts d'escadron effectifs actuels. C'est que là encore, leur fonctionnement a passablement changé par rapport à la V1, même si, quelles que soient les éditions du jeu, il s'agit de toute façon de jouer avec le stress. En V1, cette carte avait un fonctionnement plutôt tordu. Après qu'un autre vaisseau allié à portée 1 était devenu le défenseur, si le vaisseau emportant les Death Troopers était dans l'arc de tir de l'attaquant et à portée 1 à 3, le dit attaquant recevait un marqueur de stress. Ouais, pas top, hein. Ceci étant, les Death Troopers V2 ne sont pas forcément beaucoup plus excitants. Ah, chouïa quand même, trouvais-je. Désormais, pendant la phase d'activation, les vaisseaux ennemis à portée 0 à 1 ne peuvent pas retirer de marqueur de stress, en faisant une manœuvre bleue, cas le plus probable. Oui, c'est mieux, je suppose, mais la portée demeure très restrictive, et le fait que les Death Troopers requièrent 2 emplacements d'équipage, quand aucun vaisseau impérial n'en a davantage, rend cette option assez peu enthousiasmante à vue de nez. On pourrait fantasmer sur des associations abusantes avec, mettons, 000 et tant qu'à faire BT1, ça paraît tout de même compliqué à mettre en place. Et en V2, la navette de commandement de classe Upsilon du premier ordre ne peut plus être jouée au sein de l'Empire Galactique. Avec Capitaine Phasma, ça aurait pu donner des trucs rigolos, mais non. Pas terrible donc. Si le directeur Krennic demeure un équipage intéressant sur un mode plus raisonnable, et si le Slicer du BSI peut avoir sa place dans une compo jouant utilement du brouillage, les Death Troopers ne me paraissent pas vraiment valoir le coup. L'extension TIE Reaper comprend aussi quelques améliorations génériques, du coup parmi les premières à être sorties pour la V2, et on les a ensuite retrouvées dans les kits de conversion.
La première a déjà été rapidement évoquée, il s'agit d'un équipage, l'officier tactique, qui coûte 2 points d'escadron à l'heure actuelle et figure en 2 exemplaires dans la boîte. Son effet est donc de rendre blanche une action de coordination rouge, ladite étant bien sûr nécessaire pour s'en équiper. Dans les rangs impériaux, l'officier tactique est donc une amélioration envisageable non seulement pour le TIE Reaper, mais aussi pour le décimateur VT-49. Les rebelles pourront y songer pour le U-Wing UT-60D et les racailles pour le vaisseau de secours. La coordination est un atout puissant et cette amélioration peut donc se montrer utile pour un coût assez dérisoire. Les 2 autres améliorations génériques, qui viennent également en 2 exemplaires, sont des talents. Et pas des moindres, mais ils figurent donc dans les kits de conversion, on ne va pas acheter le TIE Reaper juste pour mettre la main dessus. Le premier de ces talents est Feinte, qui coûte 5 points d'escadron depuis la dernière mise à jour. Ce talent joue avec l'évasion. Quand le vaisseau attaque, s'il dispose d'un marqueur d'évasion, il peut changer un des résultats évasion du défenseur par un résultat concentration. J'aime beaucoup ce talent qui permet de rendre plus menaçante une option à la base défensive. Dans la faction de l'Empire Galactique, c'est un choix plus que probable pour les tailles PH Phantom et les défenseurs taille D notamment. Reste enfin Tactique de nuée, 3 points d'escadron. Et on peut relever ici qu'il y a un erratum. Quand cette carte était apparue dans l'extension TIE Reaper, elle était ornée d'un symbole impérial, mais il a été très vite établi que cette amélioration était en fait générique et non réservée à l'Empire Galactique. Encore heureux. Les exemplaires de cette carte figurant dans les extensions de la V2 ont été débarrassés de ce symbole, qui n'est de toute façon plus employé de la sorte. Dans les cartes de la V2, par la suite, les restrictions de faction apparaissent en texte, comme les autres restrictions tenant à la taille du vaisseau, au fait de disposer de telle action, etc. Tactique de nuée donc, au début de la phase d'engagement, on peut choisir un vaisseau allié à portée 1, et on considère alors que l'initiative de ce vaisseau est la même que celle du pilote bénéficiant de ce talent, et ce jusqu'à la fin du round. On peut à vrai dire s'étonner que cette carte figure dans l'extension TIE Reaper, car ce vaisseau, avec son initiative maximale de 4, n'est pas exactement le plus pertinent pour tirer tout le sel de ce talent. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Il m'apparaît clairement que le Reaper a souffert lors du passage à la V2, notamment donc pour ce qui est de sa manœuvrabilité, et dans une moindre mesure les modifications apportées à l'action de brouillage. Mais il demeure un vaisseau intéressant pour sa vitesse et ses déplacements incongrus, pour ses capacités de bloqueur, pour sa relative solidité, pour ses emplacements d'équipage et son action de coordination qui en font un bon vaisseau de soutien-commandement, sans même parler, cas plus litigieux peut-être, de ses aptitudes particulières au regard du brouillage, malgré tout. Les améliorations associées à cette extension ont elles aussi évolué et été considérablement nerfées, dans le cas tout de même très particulier du directeur Krennic. À vrai dire, celui-ci excepté, il paraît évident que l'on ne doit pas faire l'acquisition du TIE Reaper pour ses seules cartes d'amélioration. Mais ce vaisseau apporte quelque chose au jeu, clairement, et j'ai envie de le travailler en ce moment. Notamment d'ailleurs parce qu'il est légal en hyperespace dans une faction impériale un peu à la peine dans ce format. Et il n'est donc pas exclu que je vous en recause un jour prochain.